La grande décision. Le vendredi 12 septembre, mes vacances tiraient à leur fin. Et pourtant, cette journée-là, je m'en souviendrai longtemps. 3 choses totalement différentes allaient en faire une journée pas comme les autres. La première de ces 3 choses, ce fut lors de mon repas de midi que j'allais en apprécier la saveur. Car bien que j'ai perdu l'odorat et une partie de mon sens gustatif, j'avais tout de même plaisir à déguster de bons plats. Ce fut pour cette raison qu'un jour auparavant, j'avais demandé à Sylvana de prévenir le chef cuisinier afin qu'il me prépare une paella. Après m'être régalé du plat national, j'allais rapidement brûler les calories que ce dernier avait fournies à mon organisme. L'année précédente, Manolo avait refusé de croire qu'après de rudes efforts, j'étais parvenu à escalader la bosse de Masno avec mon vélo. Mais en 1980, j'étais bien décidé à lui prouver que ma volonté et ma rage de vaincre étaient plus fortes encore que son incrédulité. Et c'est ainsi qu'après lui avoir donné rendez-vous à une heure précise, je partis préparer ma musculature en allant rouler au plat sur une dizaine de kilomètres. Et à l'heure mentionnée, j'attendais Manolo, son chef cuisinier Paco et son ami Miguel au pied de l'imposante colline de Masno. Après une longue attente, j'aperçus la Seat de Manolo qui se profilait à l'horizon. Sans perdre un instant, et pour ne pas refroidir ma musculature, j'enfourchai ma petite traîne et serrai mes cale-pieds aussi fort que je l'aurais fait pour un sprint. Car durant les minutes qui allaient suivre, j'allais tirer sur mes pédales si fort qu'à chaque coup de manivelle, j'avais l'impression que mes souliers allaient se décrocher, ne laissant sur mes pédales que les plaquettes de mes souliers. Je ne me souviens plus combien de temps dura cette ascension. Était-ce un quart d'heure, une demi-heure ou peut-être même une heure? Une fois de plus, j'allais me faire mal, très mal. Car grimper une côte de 21% sur une distance de 3 kilomètres, Louis le maraîcher avait raison, c'est une chose à ne faire qu'une fois par année. Durant toute mon ascension, les encouragements ne manquèrent pas, et Miguel, à qui j'avais confié ma caméra, allait mettre sur pellicule ces moments de souffrance et de masochisme que j'avais plaisir à vivre. Finalement, je parvenais au sommet en prouvant à Manolo, l'incrédule, qu'il n'était pas nécessaire de s'appeler Juan van de Velde ou Lopez Carril pour réussir à monter à Masno en vélo. Avant de regagner l'hôtel, nous prîmes quelques photos en compagnie de mon caméraman, Miguel. Après la gastronomie, l'effort physique, il me restait encore une chose à faire pour que cette journée soit bien remplie et reste à ma mémoire. Ce soir-là, j'avais réservé, par l'intermédiaire de l'hôtel, une place dans un nightclub pour assister à du vrai flamenco. À 22 heures, Miguel me déposait au centre de Playa de Haro, devant le nightclub New Flamingo. J'étais l'un des premiers clients à prendre place dans cet établissement. De ce fait, j'eus l'occasion de me choisir une place de première classe et ainsi pouvoir m'installer juste devant la scène. J'allais attendre plus d'1 heure avant le début de la représentation. Durant cette attente, la régie brancha son platine sur les colonnes de la salle et des jeux de lumière nous firent comprendre que la scène était désormais un pont de danse. C'est alors que le mot solitude allait revenir dans ma tête et frapper à nouveau. En voyant les jeunes couples qui dansaient devant moi et étaient assis à mes côtés, je me disais que la solitude et moi, nous étions décidément pas faits pour vivre ensemble. J'avais tout pour être heureux. Une voiture, une merveille de vélo. Tout le personnel de l'hôtel m'avait adopté comme un frère. Et pourtant, j'étais mal dans ma peau. Je n'avais personne à qui donner ma tendresse, mon affection. J'étais seul, tout seul.
Et en plus de cela, comme par ironie, tous les couples qui m'entouraient semblaient vivre le bonheur total. Chacune de leurs caresses, de leurs baisers, semblait me dire « T'as pas encore compris. Il va te falloir combien de temps pour agir? Ne te crois pas plus fort que tu ne l'es. Regarde la vérité en face et va chercher ton bonheur où il se trouve, et non pas où tu veux qu'il se trouve. » Ce soir-là, je comprenais que cette existence ne pouvait plus durer et que le mot solitude ne devait désormais plus faire partie de mon vocabulaire. J'avais promis un jour à papa que je ne lâcherais jamais le vélo avant mes 25 ans. J'avais tenu ma promesse jusqu'au bout. Ma décision était prise. Le 19 octobre allait avoir lieu la dernière course de l'année, à travers Lausanne. Eh bien, ce serait là aussi le point final de ma vie cycliste. Ma décision était prise et définitive. C'était à la suite de cette course que j'allais faire mes adieux à la compétition. Tout ce qui était possible de faire pour réussir dans mon sport, je l'avais fait. Au risque de ma vie, j'avais parcouru plus de 140 000 kilomètres lors d'entraînements et de courses. J'avais fait de grands sacrifices et fait preuve d'une encore plus grande discipline pour devenir un jour champion du monde chez les professionnels. Et je n'y étais pas parvenu. Devais-je considérer cela comme un échec total? Je ne crois pas. Lorsque j'ai commencé la compétition, bon nombre de personnes me croyaient incapable de réussir. Certaines, peut-être plus franches que d'autres, n'avaient pas hésité à me dire « C'est extraordinaire de voir dans l'existence le nombre de gens prêts à nous aider en nous dissuadant de réaliser nos rêves. Que d'énergie perdue de leur part lorsqu'il serait si simple de se réjouir avec nous de chaque progrès accompli. Mais lorsqu'on en a le coup de foudre pour quelque chose ou pour quelqu'un, notre passion devient plus forte que tout. Par ma persévérance, j'étais parti de moins que rien pour terminer par faire partie des favoris. Je m'étais prouvé à moi-même que j'étais capable de réussir ce que je voulais, pour autant que ce soit dans les limites du raisonnable. Je sais aujourd'hui que n'importe qui peut y arriver. Il suffit de posséder le plus grand des atouts, la volonté. Et je ne devais pas attendre bien des années avant de m'en donner des preuves plus éclatantes encore. Après avoir pris ma décision, je devais ressentir comme un soulagement, une paix intérieure. C'est beaucoup mieux comme ça. Faire semblant qu'on n'a rien dans le cœur. Dire ça va même quand ça ne va pas. Chanter pour ne pas montrer sa peur. C'est beaucoup mieux comme ça. Et même si tu me manques certains soirs, et même si elle était belle notre histoire, je sais qu'il s'en ira de ma mémoire. C'est beaucoup mieux comme ça. Sans savoir
si demain ça ira. Faire d'une défaite une victoire, c'est beaucoup mieux comme ça. Voir avec les yeux de son enfance, sans pourtant retourner sur ses pas. Faire du bruit pour tuer le silence, c'est beaucoup mieux comme ça. Et même si je te cherche dans la nuit, et même si j'ébroie toute seule dans mon lit, je sais que toi et moi on a compris, c'est beaucoup mieux comme ça. Rire quand on a envie de pleurer, prendre un train quand un bateau s'en va, pour ne pas rester seul sur le quai, c'est beaucoup mieux comme ça. Faire semblant qu'on n'a rien dans le cœur, dire ça va même quand ça ne va pas, chanter pour ne pas montrer sa peur, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors que ma conscience se libérait, le son d'une guitare et le bruit des castagnettes me ramenèrent à la réalité. Sur la scène, un danseur faisait son entrée. Le regard fier et autoritaire, il semblait vouloir exprimer à lui seul toute la fougue du flamenco. C'était fascinant de le voir taper des talons. Il le faisait avec une telle rapidité que c'était à se demander sur quoi il faisait reposer le poids de son corps. On aurait dit que seuls ses talons frappaient la scène à la même vitesse que les castagnettes. Autour de lui, 3 ravissantes Espagnoles s'étaient approchées. Ces femmes, au regard provoquant, avaient des chevelures noires tressées et retenues en chignon par des broches de bois. Sur leurs épaules dégarnies, des voiles de broderie retombaient sur leur poitrine, ne laissant apparaître que le profil attirant de leur grâce féminine. Et à partir de leurs hanches, de longues robes aux 1000 couleurs semblaient les isoler de la scène, pareilles à des anges. Dans chacune de leurs mains, une paire de castagnettes frappait avec dextérité, me laissant comprendre qu'à l'intérieur de ces femmes, toute la chaleur de l'Espagne leur faisait bouillir le sang. François avait eu raison l'année précédente quand il me disait que les représentations de Victoria à l'hôtel n'étaient pas du vrai flamenco. Pour prendre une comparaison sportive, dans le karaté, il y a les combats et les katas. Les katas ne sont en fait que des simulations, parfois même très spectaculaires, de combats sans adversaire. À l'hôtel Acapulco, Victoria pratiquait les katas du flamenco. Dans ce nightclub, je découvrais cette danse qui, dans le monde entier, représente l'image typique de l'Espagne. Cet art ne se pratique pas en solitaire, ou alors sur de très courts instants. C'est la symbiose du masculin et du féminin qui donne au flamenco sa noblesse et le respect qu'il inspire. Mais à la Costa Brava, comme partout dans le monde, il y a des gens respectueux et d'autres pour qui les cours de savoir-vivre sont une nécessité. Ce soir-là, 2 couples de citoyens allemands se trouvaient assis au premier rang. Lorsque je dis « assis », c'est une façon de parler. La définition « vautré », je crois, serait plus appropriée.
Mais leur position n'aurait en fait pas dérangé beaucoup s'ils ne s'étaient pas fait remarquer. Qui sait, ils étaient peut-être eux aussi montés à Masnon ce jour-là, vu leur état de fatigue. Mais une chose était cependant certaine, leur mâchoire et leur corde vocale, elles, n'étaient sûrement pas fatiguées. Ils ne cessaient de parler à voix haute, n'accordant aucune importance aux artistes en action. Au bout de quelques minutes, le danseur, qui à juste titre n'appréciait guère cet état de choses, d'un geste énergique, leva le bras en faisant comprendre à son guitariste d'arrêter de jouer. Ensuite, il s'approcha des gêneurs sans mot dire. Mais quand il se mit à leur parler, il me semblait que j'assistais à une pièce de théâtre. De la fierté, il n'en avait pas seulement quand il dansait, ce danseur de flamenco, car il savait aussi se faire respecter. « Ça va, oui? Vous êtes bien comme ça? Ou bien s'il faut encore un coussin? Parce que si vous voulez encore un coussin pour pouvoir dormir, il faut le dire. On a tout ce qu'il faut ici. Et puis, pendant le spectacle, vous faites silence, compris? Vous fermez votre gueule. » Après cette mise au point claire et nette, ou devrais-je dire cette mise en boîte, le danseur fit signe au guitariste et le spectacle continua. Comme les Allemands continuaient à lui être irrespectueux, à plusieurs reprises, pendant qu'ils dansaient, il s'approcha d'eux et leur cria « Encore une fois, ta gueule !» Lorsque ce talentueux et non moins autoritaire danseur eut terminé, le spectacle allait changer de style. Ce fut au tour d'une stripteaseuse de nous prouver que, si la femme est aujourd'hui l'égale de l'homme, elle possède néanmoins des atouts que l'homme ne parviendra jamais à égaler. Par la magie de ses gestes, elle nous entraîna dans un monde imaginaire où la pudeur n'avait plus sa raison d'être. Pour terminer la soirée, un fakir, défiant la douleur, nous fit quelques démonstrations surprenantes qui nous laissèrent songeurs et incapables de trouver une logique à cette science occulte. Cette journée bien remplie se terminait et je regagnais finalement l'hôtel Acapulco sans rien dans les mains, mais avec des souvenirs et la certitude d'avoir assisté à du vrai flamenco. Le samedi 13 septembre, j'étais à la veille de mon retour en Suisse. Mais avant de quitter Playa de Haro, j'allais encore donner mes derniers conseils à Manolo concernant l'entretien des rares plantes qui valaient encore la peine d'être sauvegardées et que j'avais transplantées autour de l'hôtel. Le lendemain matin, à 9h30, après avoir salué tous mes amis de l'hôtel, je reprenais la route. Le trajet se déroula sans incident et à 20h30, j'étais chez moi et retrouvais mes parents. Le lundi 15 septembre, je recommençais à travailler au service des jardins de la ville d'Yverdon-les-Bains. À partir de ce jour-là, j'allais consacrer chaque minute en dehors de mon travail à préparer mon ultime course, à travers Lausanne. Durant 1 mois, je n'allais vivre qu'en accord complet avec ces 3 mots: boulot, vélo, repos. Je ne me fixais que ce dernier but à atteindre pour terminer en beauté l'un des chapitres les plus importants de ma vie, le cyclisme. J'allais tout faire pour obtenir le meilleur résultat jamais obtenu dans une course de côte. Si je suis vraiment fin prêt, je peux même arriver dans les 20 premiers, qui sait. Mais avant le 19 octobre, il restait un peu plus d'1 mois. J'allais donc avoir le temps de bien me préparer. Du temps, j'allais même en trouver pour me rendre au comptoir suisse à Lausanne, où j'allais trouver chaussures à mon pied, ou devrais-je dire plutôt, caméra en main. L'achat de ma nouvelle caméra Super 8 mm sonore avait développé en moi une passion grandissante pour le cinéma parlant. L'année précédente déjà, j'avais été tenté par l'achat d'une caméra vidéo, mais son prix m'en avait dissuadé. Pourtant,
durant cet automne de 1980, j'allais succomber à la tentation. Les problèmes sonores survenus lors du film réalisé à Horta avec Chantal et Yvette m'avaient beaucoup déçu. Et même si par la suite il semblait avoir été réglé, je n'oubliais pas. C'est donc à ce comptoir suisse au kiosque de la maison Téléclinique que j'allais découvrir toutes les possibilités que représentait la vidéo. Non seulement il n'était plus nécessaire de faire développer un film pour pouvoir le visionner, mais comble de rapidité, il était possible de le voir sur écran en même temps que l'on filmait. Et mieux encore, avec un appareil complémentaire, non seulement il m'était possible d'enregistrer les films diffusés par les postes de télévision, mais également de faire des montages et ainsi pouvoir entrer dans l'action avec mes acteurs préférés. Devant une technologie aussi sophistiquée qu'abordable, je ne pus résister. Quand le vendeur s'aperçut que j'avais la ferme intention d'acheter son produit, il me fit passer dans son bureau pour parler finances. Mais j'avais moi aussi quelque chose à lui proposer. En 1977, j'avais déjà fait l'acquisition d'un VCR pour enregistrer mes films et programmes favoris. Comme le nouvel ensemble que je désirais acheter formait un tout à lui seul, je n'avais désormais plus d'utilité de mon premier VCR. Pour Téléclinique, mon achat représentait un gros capital. J'étais donc bien placé pour poser mes conditions. Ainsi donc, je négociais et obtenais une réduction de 1000 francs sur mon nouvel achat en échange de mon ancien VCR. C'est ainsi que 12 jours plus tard, M. Angeloni, accompagné d'un technicien en électronique, se rendait à notre domicile afin d'adapter mes nouveaux appareils en relation avec le câble au distributeur de notre téléviseur. Coût de ce dernier achat, 6 000 francs.